Bienvenue à toutes et à tous sur 13e rue pour de nouveaux faits Carl Zero. Dans quelques instants, nous allons embarquer pour le Guatemala. C'est dans ce décor splendide qu'ont disparu en 2003 un couple de Français établis dans le pays, Sonia et Olivier, qui travaillaient dans le commerce équitable avec des artisans indiens lorsqu'ils ont été brutalement enlevés par des hommes armés qui ont investi leur propriété. Depuis, plus rien, aucune demande de rançon ne suit, pas le moindre appel. Alors que s'est-il passé? Nous repartons enquêter dans ce pays, a priori difficile et dangereux. Pierre me téléphone en me disant « Votre fils Olivier a disparu, il a été enlevé avec Sonia par des hommes armés. » Ils ont commencé à demander « L'argent, paye l'argent que tu nous dois », disait-il. Sonia répondait « Il n'y a pas d'argent ». Je sais qu'il a été blessé et qu'au jour où je vous parle, il est mort. Il se souvient très bien qu'il avait vu des hommes qui tiraient des coups de feu. La vie ne vaut rien au Guatemala. Il n'y a pas 36 types de mobiles. Soit c'est pour l'argent, soit c'est pour l'amour. Il est rentré dans une famille où il y avait un mari. Voilà, c'est tout. Il sait qu'il est suspect, Pierre, et il l'admet de toute façon, puisque mari jaloux, c'est un scénario facile. Ils avaient été prévenus, ils avaient déjà eu des signes. C'est une vengeance. Le lac Atitlán est un des plus beaux sites naturels du monde. Au centre de la Maison des Oiseaux, comme le nomment les Indiens, s'étend un lac magnifique aux eaux indigo, ceinturé par 3 volcans sombres et mystérieux. Les volcans Altitlán, Tolimán et San Pedro. Les rives du lac sont habitées par diverses communautés indiennes mayas, dont les villages de pêcheurs Caxiquel et Tzutzuil, qui ne peuvent être reliés que par bateau. Le bourg de Solola est un peu plus haut sur les hauteurs, c'est le chef-lieu du canton. Des Indiens aux costumes colorés s'y bousculent les jours de marché. La grande place du village devient un lieu de rencontre et de brassage où se mélangent toutes les communautés indigènes de la région. Depuis 4 ans, c'est dans ce village que Sonia le Jeune, 45 ans, et Olivier Barouk, 22 ans, ont décidé de vivre et de s'aimer. Ils travaillent entourés d'artisans locaux auxquels Sonia commande ses créations, destinées aux collections de prêt-à-porter et de haute couture en France. Une activité qui fait vivre une centaine de familles. Leur bonheur crève les yeux. Jusqu'à ce mardi 9 décembre 2003 où leur vie va basculer. Aux environs de 16h30, alors qu'ils préparent une commande à expédier en France, un groupe de 7 hommes lourdement armés fait irruption dans leur maison. Seul témoin de la scène, Juan, le gardien de la propriété. J'étais là en train de placer les étiquettes sur les colis. Quand des hommes sont rentrés par ici et d'autres par là. Ils ont attrapé le jardinier, puis Olivier, et moi en dernier. Les 4 autres sont alors arrivés. Donc ça faisait 7 et ils nous ont attachés. Olivier, Juan et le jardinier sont attachés à même le sol. 5 hommes sont masqués, ils parlent le dialecte des Indiens de la région. Les 2 autres opèrent à visage découvert, dont un barbu de forte corpulence. Il y avait ce barbu, il allait par ici, par là, il est monté à l'étage. Il cherchait et remuait tout partout dans la maison. Cet homme donne des ordres. Il semble être le chef du commando, il est organisé, déterminé et violent. Ils ont commencé à demander « L'argent, paye l'argent que tu nous dois », disait-il. Sonia répondait « Il n'y a pas d'argent ». Olivier disait « Il y a de l'argent là-bas ». Sonia répétait qu'il n'y avait pas d'argent. Le barbu décide alors de les séparer. Sonia est isolée dans une petite remise où elle garde ses échantillons de tissus et de création. Elle est gardée par 3 hommes. Seuls ses cris et ses pleurs filtreront de cette violente confrontation. À l'intérieur de la pièce, un vieux coffre-fort dans lequel Sonia ne laissait que des papiers et des objets sans valeur. Il est ouvert.
Ils ont détaché Olivier pour l'amener à l'extérieur en le menaçant de le tuer s'il tentait de s'échapper ou crier. C'est ce qu'ils lui disaient. Il leur a répondu « Je vous jure sur la tête de ma mère, je ne ferai rien ». Olivier est poussé à l'extérieur par 2 hommes. Soudain, Juan entend un cri suivi d'un bruit sourd, comme un corps qui s'affaisse. Le barbu ordonne alors à Juan de sortir et de traîner le corps d'Olivier au pied de la voiture, un peu plus haut sur le parking. Il avait les yeux révulsés quand nous sommes arrivés. Il gémissait. Olivier a été assommé d'un violent coup de crosse à la tête après avoir tenté d'appeler à l'aide. Le chef du commando demande alors à Juan de vider la maison et de charger les téléviseurs et tous les autres objets de valeur dans la voiture de Sonia et Olivier. Ensuite, ils ont sorti Sonia, en lui disant que si elle criait ou si elle tentait de s'échapper, il lui arriverait la même chose qu'à lui. Avant de partir avec leurs otages, les malfaiteurs ligotent solidement Juan dans la maison. On ne reverra plus jamais Sonia et Olivier. Le scénario de cet enlèvement est évidemment crédible. N'oublions pas que nous sommes au Guatemala, un pays d'Amérique centrale soumis à une violence inouïe. Après 30 ans d'une guérilla qui a fait des milliers de morts, des morts politiques, les crimes de droit commun ont aujourd'hui pris le relais. Meurtres, exécutions, kidnappings font désormais partie du décor. En moyenne, 18 vies en moins chaque jour, 58 enlèvements par an, des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Alors on peut se poser la question, et si finalement Sonia et Olivier avaient été victimes d'un scénario, ma foi, classique au Guatemala? C'est Maïda, la femme de Juan, qui donne l'alerte. S'inquiétant de ne pas voir son mari revenir pour le dîner, elle monte vers la maison et le trouve ligoté aux côtés du jardinier. Juan est encore sous le choc. Et c'est Maïda qui va, vers 19h30, téléphoner à Pierre le Jeune, le mari de Sonia. Pierre et Sonia sont séparés depuis 4 ans, mais maintiennent des relations proches. Pierre se trouve alors dans ses bureaux à Guatemala City. Sitôt après cette conversation téléphonique avec Maïda, il se rend à la résidence de l'ambassadeur de France pour informer les autorités de son pays de l'enlèvement de sa femme et d'Olivier, tous 2 ressortissants français. Pensant immédiatement à un enlèvement avec demande de rançon, il préfère ne pas alerter la police guatémaltèque dont l'intervention pourrait nuire à un arrangement monnayé. Lui dit que c'est parce qu'il n'avait pas confiance dans la police locale qui effectivement est très corrompue, très compliquée, etc. Mais lui ne va pas voir les policiers guatémaltèques. Il a préféré se faire épauler d'un détective privé, Rivera, qui est un type un peu... qui a œuvré dans toute la région, qui vient des États-Unis, peut-être un ancien flic américain, un personnage un peu haut en couleur. Victor Rivera est le spécialiste de la lutte anti-kidnapping au Guatemala. C'est un ancien de la CIA, rodé à ce type d'affaires. Négociateur hors pair, il est connu pour avoir résolu différents cas dans la région. Rivera est en contact avec l'ambassade de France qui dépêche des policiers français de la délégation régionale du San Salvador. Ensemble, ils coordonnent les opérations et mettent tout en place pour faire face à un enlèvement avec demande de rançon. Mais un curieux épisode va intriguer les enquêteurs. Quelques jours plus tard, le jeudi 11 décembre, la voiture ayant servi à l'enlèvement est retrouvée, garée à 25 km de Sololá. Les clés sur le contact. Ce sont des amis du couple qui la voient. Nous étions en route pour Guatemala quand nous avons aperçu une voiture. Mon mari m'a dit « Il me semble que c'est la voiture de Sonia ». Nous nous sommes arrêtés et nous avons appelé Pierre pour vérifier le numéro d'immatriculation. Et il nous a confirmé que c'était bien la voiture de sa femme et qu'il allait s'en occuper. Pierre le Jeune demande alors à Juan d'aller rechercher la voiture. Drôle d'idée. Après ça, aucun indice ne pourra plus être exploité, comme le déplore Wagner Cuellar, un des enquêteurs qui héritera par la suite du dossier. Le pire de tout, c'est que Juan ramène la voiture et l'utilise ensuite pour travailler. Quand nous aurons accès à celle-ci, on constatera qu'elle a été nettoyée et qu'elle est propre à l'intérieur. À ce moment crucial de l'enquête, le silence est toujours complet. On n'a aucune trace de Sonia, ni d'Olivier, et aucune demande de rançon. En plus, la voiture, qui est la seule pièce à conviction qui aurait pu éventuellement parler, a été entièrement nettoyée de fond en comble par Juan sur ordre de Pierre. Aucune empreinte ne pourra être relevée.
Dans le centre de Solola, malgré les avis de recherche avec récompense, les jours passent sans que personne ne se manifeste. Aucun appel, aucune information ou demande de rançon, rien ne viendra apaiser l'inquiétude extrême dans laquelle se trouvent les familles en France. Environ une semaine après le drame, Pierre me téléphone en me disant votre fils Olivier a disparu, il a été enlevé avec Sonia par des hommes armés. Et il me dit je sais qu'il a été blessé et qu'au jour où je vous parle, il est mort. Comment ça se fait que Pierre, dès le premier coup de téléphone, vous dit que votre fils est mort? C'est un type comme ça, brutal. Brutal, je l'ai déjà eu au téléphone, brutal, sans... Je vous dis ça froidement. Il n'a jamais mis les gants. Enfin, ça a été un terrible choc, évidemment. Donc après, j'ai essayé de comprendre ce qui s'est passé. Donc il me dit mais j'attends la rançon, parce qu'après, ils ont été kidnappés. En principe, après un kidnapping, on attend une rançon. La nouvelle a fait le tour du village. La disparition de Sonia est un choc pour les Indiens qui entretiennent avec cette femme une relation très forte. J'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré pour elle. J'ai pleuré pendant plus d'une semaine. C'était une personne vraiment exceptionnelle. Parce qu'elle donnait du travail aux gens. La disparition de Sonia est synonyme pour les artisans d'arrêt brutal des commandes. De plus, cela leur rappelle les pires heures de la guerre civile, la violence barbare que subissaient alors les populations indiennes. Les gens sont tristes et le village est sous le choc. Ce genre de choses, ça n'existe plus. Ça se passait pendant les années 70, pendant la répression. C'est la première fois que ça recommence. Maintenant, c'est un village tranquille. Pour s'informer du sort de Sonia et Olivier, les habitants se tournent vers les prêtres chamans. La tradition maya se perpétue ici avec ses rituels immuables, notamment ces cérémonies durant lesquelles les chamans lisent des prédictions qui leur apparaissent dans les flammes. De son côté, le policier français, Richard Gerbaudy, rend son premier rapport à l'ambassade. Pour lui, l'hypothèse de départ, l'enlèvement avec demande de rançon, semble maintenant exclue. Les enquêteurs guatémaltèques en arrivent aux mêmes conclusions. Ils étaient très connus dans la région de Solola et soutenaient financièrement certains villages. Ils aidaient les communautés. Il est vrai que des organisations criminelles opèrent dans la région. Mais si réellement il s'agit d'un enlèvement, il serait logique que les malfaiteurs, qui exigent de l'argent avec insistance, se mettent en contact avec le mari pour lui dire que nous voulons tant d'argent en échange de leur vie. Selon les spécialistes, les demandes de rançon sont généralement formulées au bout de 72 heures. Or, cela fait 3 semaines que l'on attend. Pas l'ombre d'un début de piste pour Victor Rivera, pas plus que pour les policiers français. Pierre le Jeune se décide alors, enfin, à porter plainte pour enlèvement auprès des autorités judiciaires du Guatemala. Mais les raisons de ce retard intriguent d'emblée les enquêteurs. Pourquoi Pierre a-t-il porté plainte si tard? Les faits ont lieu le 8 et il ne se décide à porter plainte que le 29 décembre, 21 jours après. Je m'interroge, comment cette personne pouvait être tellement sûre qu'il allait y avoir une rançon? Comment cette personne pouvait être tellement sûre qu'il y avait eu un enlèvement? Et pourquoi cette personne a attendu? Voilà. Le temps qui joue dans un enlèvement, il est précieux. Et le temps qui commence juste après un enlèvement est encore plus précieux. Ce retard est suspect. Et en face, le silence est toujours total, avec ces ravisseurs qui ne se manifestent pas. Alors, vengeance, règlement de compte? Quel secret Sonia et Olivier pouvaient-ils bien cacher qui expliquerait qu'on attente à leur vie? Et Pierre, le mari trompé, me direz-vous, ne fait-il pas, finalement, pour les enquêteurs, le suspect idéal désigné d'avance? Les policiers vont se pencher sur le cas de cet homme et sur ses relations de couple. Dans quel climat la séparation avec Sonia s'est-elle conclue? Quel rapport entretenait-il au juste avec Olivier, le jeune amant de sa femme? Et surtout, pourquoi refusait-il absolument de divorcer? C'est dans cette maison, perchée en haut du village de Solola, que Sonia et Pierre avaient choisi de vivre il y a 20 ans.
Le couple s'était rencontré au Mexique en 1983, s'était marié très vite en France, puis était venu s'établir au Guatemala. C'est ici que Sonia créait ses modèles, dans ce lieu qui reflétait bien sa personnalité, sa fascination pour la culture maya dans laquelle elle s'était totalement immergée. La maison regorgeait de créations de tissus au mélange de couleurs vives. De l'autre côté de la grande verrière, elle voyait au loin le soleil pointer sur les volcans. Peu après sa plainte auprès des autorités locales, Pierre est convoqué par les enquêteurs. C'est la première fois depuis le drame qu'il pénètre dans la maison. J'aime pas être là, en fait, dans l'immédiat, tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. J'aime pas du tout être là. Pierre et Sonia formaient un couple très uni. La réussite du commerce qu'ils avaient monté reposait sur leurs qualités respectives, parfaitement complémentaires. Pierre s'occupait des affaires et Sonia de la création. Pierre était très amoureux de Sonia. Je les voyais tous les deux ensemble comme un couple exceptionnel. Sonia était quelqu'un de très créatif, très artiste. Pierre était plus homme d'affaires. Bon, c'est quelque chose que j'ai senti dans les conversations. Mais Pierre bouillonnait d'idées, mais d'idées d'affaires. Et Sonia était plus, on peut dire, contemplative, plus réservée. Je me rappelle d'un de ses amis assez chic, ancien mari de Clio Goldsmith, qui nous racontait qu'elle était un espèce de mélange hybride entre Inès de la Fressange et Frida Kahlo. Et un peu ça, je pense qu'elle avait une créativité incroyable. Les Indiens, les artisans indiens à qui elle travaillait l'adoraient. Et elle faisait un peu l'intermédiaire entre ce que veulent les maisons de couture, le prêt-à-porter en Europe, et puis les tisserands du Guatemala. Ça, c'est un truc qui est en plan, mais c'est pour une copine à nous, mexicaine, qui travaille pour les États-Unis. Et ça peut être... ça ressemble à des feuilles de Dior. Quelques années ont suffi à Sonia pour devenir incontournable. Les grandes maisons de couture, Christian Lacroix, Dior, Galliano, Agnès B, lui passent régulièrement commande. On se dispute littéralement ses créations, jusqu'à la reine Sophie d'Espagne qui a remarqué son travail. Mais tandis que les affaires prospèrent, les relations du couple se détériorent. Sonia s'éloigne de son mari. En 99, lors d'une réception à l'UNESCO, Sonia croise Olivier Barouk, un jeune Français de 20 ans de moins qu'elle. Le coup de foudre est immédiat. Quelques semaines plus tard à peine, le jeune homme s'envole pour le Guatemala. Sonia explique alors à Pierre qu'Olivier est son assistant. Pierre et Sonia vivaient dans la maison principale et Olivier dans la maison d'amis. Ils vivaient tous ensemble. Je pensais que ça se passait bien. Les choses semblent tellement bien aller que Pierre délègue à Olivier certaines responsabilités. Ils envisagent même de faire des affaires ensemble. Vous savez, c'est quand même Pierre qui l'a amené, qui lui a fait connaître le métier, son travail. Puisque Sonia s'occupait de la création, et c'est Olivier qui avait repris ce que Pierre devait faire normalement, c'est-à-dire aller voir les tisserands, il allait voir les gens qui faisaient certaines choses. Donc il avait beaucoup de boulot, et c'est Pierre qui l'avait amené. Donc il faut croire qu'ils s'entendaient bien, et que Pierre était d'accord qu'Olivier travaille avec Sonia, et dans sa société. Voilà qu'un an plus tard, Pierre surprend Sonia et Olivier en train de s'embrasser. Et tout l'équilibre bascule. Pierre est blessé au vif. Il ne veut pas parler face à la caméra de cette dimension si intime de leur vie de couple, des trahisons et des mensonges qu'il reproche à Sonia. Au-delà de cette histoire, toute une rancœur remonte. Tu vois, c'est quand souvent on voyageait séparément pour des histoires de boulot. Et en fait, il y a plein d'histoires qui apparaissent dans les écrits. Où, plein de culpabilité, plein de merde, mais ça apparaît quand même. Tu vois. Donc, effectivement, c'est un personnage vraiment complexe. Mais moi, ça me gêne pas trop, cette histoire de... En fait, tant que tu... Elle était, à un certain point, elle était assez malhonnête avec ça par rapport à moi. Parce qu'en fait, elle te disait toujours, on va faire comme Sartre, et le revoir, on fait ce qu'on veut. Et on verra après. Mais il faut qu'on se le dise. Et en fait, elle n'était jamais capable de le dire.
Donc en fait, elle était assez incorrecte à ce point de vue-là. Peu après sa découverte de la liaison de Sonia avec Olivier, le couple en vient à se séparer. Pierre part vivre à Guatemala City, où il semble refaire sa vie. Il expliquera plus tard à la police « Je ne pouvais rien faire, je me suis organisé, j'ai pris une compagne, nous dînions parfois tous les 4 ensemble. » Lorsque je suis allée là-bas, ce qui m'a quand même soulagée, c'est de voir que Pierre était en couple lui aussi, hein, et qu'il ne vivait plus avec eux, enfin qu'il ne vivait pas avec eux à Solola, ni à Panarachel, mais qu'il vivait à la capitale. Donc ils étaient séparés. Hein. Mais effectivement, il était toujours au milieu, dans les affaires. Ben, apparemment, ça avait l'air de bien se passer. Hein. Seulement, contrairement aux apparences, Pierre vit très mal cette séparation. Moi, ce que j'ai vu, c'est que cette séparation lui a beaucoup coûté. Il était très amoureux de son épouse. Il est venu 2 fois ici. J'ai vu qu'il souffrait. Je pense que c'était pas facile non plus, cette séparation. Elle n'était pas forcément bien acceptée par Pierre. Bon, là, j'ai le son de cloche plutôt de Sonia, qui me disait que ouais, ça pouvait être difficile. Elle trouvait difficile d'établir cette relation amicale qu'elle cherchait avec lui. Dans la maison de Solola, Olivier a pris la place de Pierre. Il est maintenant également aux commandes de leur affaire, alors en plein essor. Olivier arrive comme assistant. Après, il s'installe dans la maison, en couple avec Sonia. En fait, il éjecte Pierre de sa propre maison. Il est bien possible que cette situation n'ait pas plu à Pierre. Une maison qu'il a bâtie lui-même, avec Sonia, c'était assez dur à accepter pour lui. Pierre le Jeune craint-il de voir Sonia récupérer l'affaire qu'ils ont montée ensemble et qui marche bien? Pierre craint-il de se faire écarter tout bêtement? Les enquêteurs se posent la question. Ils pensent même que Pierre cultive en réalité une véritable haine secrète contre Olivier. Or, malgré les apparences qu'il donne, Pierre vit très mal la séparation d'avec Sonia. Plus troublant encore, en retraçant heure par heure l'emploi du temps des victimes avant leur disparition, les enquêteurs vont faire une découverte étonnante. Selon la version de Juan, Sonia et Olivier ont été enlevés le mardi 9 décembre. Or, de nouveaux éléments apparaissent qui semblent démontrer que les faits se seraient en fait déroulés la veille, c'est-à-dire le lundi 8 décembre. Une série d'indices et de témoignages concordants qui vont renforcer leur conviction. Juan indique aux policiers que le lundi, la veille du drame, le couple s'est rendu à Santiago de Atitlán sur l'autre côté du lac. Il rentre vers 18 h. Il précise que Sonia et Olivier sont allés chercher les dernières ceintures à expédier à Paris. Or, dans l'agenda de Sonia, les policiers découvrent d'abord qu'elle a des rendez-vous le lundi chez son dentiste à Antigua, puis à l'hôpital. Elle n'a rien annulé. Dans cette même ville, il est convenu qu'elle retrouve Valérie, son amie suisse, vers 18 h. Mais Sonia n'est pas au rendez-vous. Et on avait rendez-vous, bon, elle peut avoir un peu de retard, c'est pas un problème. En général, elle appelle pour dire pourquoi elle est en retard. Donc j'ai appelé pour savoir à 8 h, elle devait passer chez moi à 6 h. J'ai appelé et j'ai eu le répondeur. Dans ses déclarations, Juan raconte que le couple est revenu ce jour-là vers 18 h et que tout était normal. Pourtant, le téléphone ne cesse de sonner et personne ne répond. Pourquoi ne décroche-t-il pas non plus quand leur ami anglais, John Eaton, à 20 h, inquiet, appelle pour avoir des nouvelles? Sonia et Olivier sont attendus ce soir-là à l'ambassade d'Espagne. Noël était tout près. Ma femme avait commandé à Sonia des choses pour faire des cadeaux, les cadeaux de Noël. On l'avait invité pour venir dîner et rester chez nous. Cette absence est d'autant plus surprenante que Sonia a elle-même confirmé dimanche à 11 h leur présence au dîner. Dès lors, pour les policiers, c'est ce lundi qu'il leur est arrivé quelque chose et non le mardi, comme le maintient Juan, sans en démordre. Les policiers vérifieront et retrouveront les derniers témoins à les avoir vus. Mercedes et Pedro sont 2 artisans de Santiago qui travaillaient régulièrement avec Sonia. Ils se sont déplacés pour venir lui livrer la dernière partie d'une grosse commande.
Elle m'a demandé de venir tôt, car le lendemain, elle n'aurait pas le temps. Lundi, elle m'a dit qu'elle devait aller à Guatemala faire des courses. Donc j'y suis allée le dimanche et je suis arrivée à la maison vers 9 h. Nous en sommes repartis vers 11 h avec Pedro. Sonia paiera Mercedes et Pedro avec 2 chèques, datés du dimanche 7 et signés de sa main. Les policiers ont bien la preuve que Mercedes et Pedro ont vu Sonia et Olivier le dimanche. Pour nous, à part Juan, ce sont les derniers à les avoir vus. Et pourtant, Juan continue d'affirmer que personne n'est venu le dimanche dans la maison. Pourquoi ment-il? Sans apporter de réponse, les enquêteurs guatémaltèques ainsi que la police française sont maintenant convaincus que Sonia et Olivier ont disparu le lundi 8 décembre et non le mardi, comme le répète inlassablement le gardien depuis le début. Cette date d'enlèvement, on la sait de manière certaine. Ce n'est pas celle qui a été avancée au départ, c'est celle que l'on a pu reconstituer par rapport à des témoignages fiables et à des données, je dirais, scientifiques au regard de relevés téléphoniques fiables. Pour le reste, nous sommes dans le flou total, parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Nous n'en savons rien. Devant ces éléments irréfutables, pourquoi Juan s'obstine-t-il? Que cache-t-il? Aurait-il tout inventé? Tu ne peux pas inventer une histoire pareille. Parce que qu'est-ce que tu veux faire avec... Tu peux l'inventer, mais de toute façon, il faut quand même bien s'occuper il faut quand même les faire disparaître. Enfin, il y a quand même du taf derrière. C'est difficile, à mon avis, de faire semblant à ce point-là. Juan ne pouvait plus parler, quand même. C'est pas Juan qui m'a parlé, c'est sa femme qui m'a parlé au téléphone. Il y a des contradictions, peut-être parfois, dans le témoignage de Juan, et en même temps, ce qui plaide pour ce témoignage, c'est des détails qu'il peut donner. Il décrit donc physiquement ces hommes armés. Donc, le chef du commando, apparemment très calme, n'est pas masqué à une barbe, donc un portrait robot sera établi. Et puis les autres hommes sont apparemment des Indiens, puisque Juan reconnaît leur accent très particulier des Indiens de la région, et sont tous vêtus, ont des chaussures cirées, dit-il, des jeans et des bandanas rouges qui rappellent un peu les paramilitaires qui ont traîné dans cette région et dans tout le pays d'ailleurs. Ce sont des méthodes qui ne sont pas étranges au Guatemala. Ça tient la route, le scénario peut tenir la route. Juan a-t-il été menacé de mort et contraint d'inverser les dates pour permettre au commando de gagner 24 heures? Se pourrait-il qu'il soit de mèche avec le chef du commando, le barbu? Personnellement, j'y crois pas au commando. J'y crois pas. Et les chiens? Les chiens, pourquoi n'ont-ils pas aboyé? On ne me fera pas croire qu'avec les molosses qu'il y avait dans la propriété, des molosses comme ça, que 5 ou 6 hommes en armes sont arrivés là sans que les chiens n'aboient. Il est sous contrôle. Juan, probablement. C'est en tout cas ce que pensent les policiers. Juan travaille avec Pierre depuis des années. Il le connaît très bien. Il sait comment Pierre pense, comment il peut réagir. Il est possible qu'il ait peur de lui. Il fait ce que Pierre lui ordonne. Pierre a-t-il tout manigancé avec Juan? Les policiers se penchent alors sur les activités de ce mari, depuis sa mise à l'écart de la société qu'il avait montée avec Sonia. Avec 3 associés, il a fondé une entreprise à vocation écologique qui tente de vendre à la mairie de Solola des stations d'épuration. Hola, Luisa. ¿Cómo le va? ¿Qué hay de bueno? Alfonso no está? Il déclare à un policier français être sur un contrat de plusieurs millions de dollars. Nous pensions que l'argent était au centre de l'affaire. Pierre, supposément, vendait des stations d'épuration. Mais il n'avait obtenu aucun contrat. Nous avons appris par des connaissances du couple que c'est Pierre qui avait de réelles difficultés financières. Nous avons eu encore plus de soupçons lorsqu'il nous a expliqué qu'il était marié sous le régime de la communauté. Tout ce que Sonia possédait lui revenait et vice-versa. Ce qui veut dire qu'en disparaissant, tous les biens de Sonia lui revenaient.
Et donc, sa disparition l'a arrangé, alors qu'il était sans argent. Les affaires de Pierre sont en réalité bien moins reluisantes qu'il ne le dit. Les policiers épluchent les mouvements bancaires des 6 derniers mois et vont trouver des éléments qui attestent que Sonia se désolidarise financièrement de Pierre. En mars 2003, elle ouvre son propre compte sur lequel elle va virer d'importantes sommes d'argent. Sonia était physiquement séparée de Pierre, mais elle n'était pas séparée officiellement. Et ils avaient l'intention de divorcer. Quelques semaines avant leur disparition, Sonia et Olivier franchissent un nouveau pas pour éloigner un peu plus Pierre de leur vie. Ils en ont toujours eu le projet, mais cette fois, ça va se concrétiser. Ils envisagent d'acheter la maison située au fond du terrain de leur propriété de Solola. Elle appartient à un couple d'Autrichiens. Olivier voulait acheter la maison des Autrichiens pour que Pierre n'ait plus de raison de venir. Son intention était clairement d'éloigner Pierre. Et une des énigmes, c'est d'où venait l'argent. On parle quand même de 35 000 $. Pierre est mis au courant par Sonia de l'acquisition de la maison voisine. Elle lui précise que c'est Olivier qui l'achète. Il vient de toucher un héritage, prétend-elle. C'est pas Olivier qui a acheté le terrain, c'est Sonia. C'est la maîtresse femme qui gérait tout, qui gérait Olivier, qui gérait... C'était un poussin, là, Olivier, un beau jeune homme. Voilà. L'argent, c'était l'argent de Sonia. Les 40 000 $ ont été virés du compte de Sonia sur le compte d'Olivier, qui était l'acquéreur officiel. Et c'est arrivé aux oreilles de Pierre Lejeune, qui voulait savoir exactement si c'était vrai, si cet argent, Sonia avait probablement dû lui mentir sur cet argent, ou le lui cacher probablement. Je n'en sais rien. Sonia le cache à Pierre car elle ne veut pas qu'il sache que l'argent provient en fait de leur compte commun. Les policiers apprennent rapidement, grâce au dernier mail envoyé par Olivier dimanche soir, que la transaction doit être justement signée ce lundi 8 décembre à Guatemala, la veille de leur supposée disparition. Le montant de la transaction s'élève à 35 500 $, une somme ma foi importante au Guatemala. Les policiers estiment qu'une telle somme, le jour présumé de leur enlèvement, peut constituer un mobile suffisant pour expliquer un braquage. Comment les malfaiteurs ont-ils pu savoir? Quelqu'un les a renseignés, mais qui? Les policiers découvrent que quelques heures à peine après avoir appris le drame, le mardi 9 décembre au soir, Pierre a téléphoné au milieu de la nuit aux vendeurs en Autriche. Il leur annonce qu'Olivier et Sonia viennent d'être kidnappés et que la vente de la maison est donc annulée. Juste après, il contacte le père d'Olivier en France. Et la première question que m'a posée Pierre Lejeune, c'est celle-ci. Avez-vous prêté de l'argent à Olivier? Et je lui ai dit non, il m'en a jamais demandé. Jamais. Pour Tino, le père d'Olivier, c'est clair, il n'y a plus de doute. Pierre est responsable de la disparition de son fils. Il est rentré dans une famille où il y avait un mari, voilà, c'est tout. Il y avait un mari qui a cru peut-être que cette liaison n'allait pas durer. Et quand des événements se sont précisés et qu'ils allaient vraiment vivre ensemble, acheter un terrain sur la propriété pour en faire un gîte, un restaurant ou un hôtel et tout, il me semble que ce sont des raisons, je ne dis pas suffisantes, mais que l'on peut expliquer pour la rage d'un mari. Pour moi, c'est un drame passionnel. Les policiers vont s'en convaincre aussi. Après avoir détaillé ses comptes, vérifié ses appels et établi les emplois du temps des victimes, le procureur en charge de l'affaire lance en avril 2004 4 mandats d'arrêt contre les principaux suspects. En fait, on pensait que les 2 témoins cachaient ou couvraient quelque chose. On les croyait pas. Donc on a lancé des mandats d'arrêt. On voulait tous les arrêter. Le couple de gardiens, le jardinier, Marie, Pierre Lejeune. Nous avons demandé aussi à la juge de nous permettre de creuser dans la zone montagneuse de la propriété pour rechercher les corps. Mais elle n'a pas voulu, elle n'a rien autorisé. Et oui, rendez-vous compte, les policiers sont à 2 doigts d'aller creuser la propriété, convaincus d'y retrouver les cadavres de Sonia et d'Olivier. Pierre est donc plus que jamais dans le collimateur de la justice. Il manque même de se faire arrêter. Résumons-nous, on en est où?
Sonia et Olivier, on l'a vu, étaient sur le point d'acquérir une maison le jour où ils ont disparu. Mais ils avaient également en vue, un mois plus tôt, l'achat d'un terrain au bord du lac à Santiago, de Atitlán, un terrain qui est situé sur l'autre rive du lac. Cette autre affaire immobilière complexe en voie d'être conclue avec des intermédiaires peu recommandables aurait-elle pu mal tourner? D'autant que Sonia et Olivier se seraient engagés puis rétractés. Le scénario de cette négociation comme mobile de l'enlèvement n'est pas à exclure. Sonia et Olivier rêvaient de s'installer à Cerro de Oro, une toute petite communauté indienne au bord du lac, à mi-chemin entre Solola et Santiago. Sonia, mais surtout Olivier, souhaitait s'émanciper des activités que Pierre avait montées avec Sonia. Ils avaient le projet de faire là-bas une sorte de spa, une maison d'hôte avec des bungalows. Par leur situation privilégiée, ces terres sont très convoitées. Difficile d'en trouver qui soient constructibles. Les bords du lac appartiennent à l'État et les lois du littoral les protègent. Elle avait dit qu'elle voulait acheter un terrain à Atitlán. Et dans les disques que je leur ai remis, il y a un petit crowbar d'une maison de merde d'ailleurs, que Olivier est en train de dessiner pour le terrain quand même. Donc le terrain n'est pas inventé. On l'avait vu, on avait regardé ensemble certains terrains. Ah, vous étiez allé sur place voir? Oui, enfin, on avait regardé, oui, on est allé voir des amis à eux qui habitaient déjà près du lac. Et à côté de chez eux, il y avait un terrain qui était à vendre. 2 mois avant leur disparition, il semble que leur rêve se soit enfin réalisé. Ils ont trouvé le terrain qu'ils cherchaient. Sonia m'avait dit qu'ils avaient fait un premier versement. Et donc, cette soirée-là, nous avons fêté chez moi l'achat du terrain. Elle m'a dit aussi qu'elle devait faire un deuxième paiement. C'est ce dont je me souviens. Le deuxième versement ne sera pas réglé. Sonia et Olivier ont vraisemblablement fait marche arrière. Pierre déclare aux autorités françaises que Sonia a compris que les intermédiaires sont en fait une mafia qui vend des terrains sans titre de propriété. Pour Pierre, ce sont eux qui sont venus chercher l'argent du terrain. Il y a beaucoup d'arnaques dans cette région, avec des terrains qu'on vend mais sans permis de construire, etc. Donc est-ce qu'ils se sont aperçus d'une supercherie, ont refusé de payer et se sont retrouvés massacrés par une bande qui les connaissait, qui avait peur qu'ils parlent, etc. Bon, tout ça est très trouble. La disparition de Sonia et Olivier pourrait-elle être liée à l'achat de ce terrain? Caroline Mangès est une des premières journalistes à s'être rendue sur place, peu de temps après les faits. Elle vérifiera elle-même cette piste avec 2 autres journalistes. On traîne un peu autour du lac, on pose des questions, on sent que parfois ça agace parce que c'est pas tellement dans les mœurs locales. On insiste, et puis Pierre aussi nous met sur les pistes qui lui l'arrangent et qui le dédouane parce qu'il est quand même, il sait qu'il est suspect, Pierre, et il l'admet de toute façon puisque Marie Jaloux, c'est un scénario facile. En plus, il est étranger, au Guatemala, ça compte aussi. Il nous présente une salvadorienne un petit peu assez pin-up et un peu sexy, à laquelle il prétend qu'on peut parler de ce terrain, qu'elle saura peut-être quelque chose. Et puis apparaît un type à la table d'à côté qui ne commande rien, ne boit pas, nous regarde avec un air pas forcément avenant, en tout cas assez patibulaire. C'était un type, je me souviens, assez grand avec un t-shirt noir, enfin qui n'avait pas l'air facile et qui vraiment a jeté sur nous des regards insistants. Donc on se dit, bon, bah tiens, c'est bizarre, ça va commencer à savoir dans la région qu'on est venu enquêter, et puis on repart. De retour à Guatemala City, Caroline raconte son histoire à la police. Et on leur raconte ce moment-là pour essayer en plus de leur soutirer des informations un peu sur l'histoire des terrains. Et ils posent sur la table le portrait robot établi d'après les déclarations de Juan, et c'est exactement le même homme. Le barbu aperçu par la journaliste française correspond au signalement de l'homme décrit par Juan comme étant le chef du commando. En effet, cet homme est peut-être impliqué dans cette histoire, et pourtant, il ne sera jamais identifié. Pour les policiers, une autre découverte a lieu, le sentiment de menace dans lequel Sonia se trouve, peu de temps avant sa disparition. Et elle avait fait quelque temps avant de disparaître, un rêve qu'elle avait noté sur le petit carnet qu'elle avait toujours sur sa table de nuit, où elle disait « Rêve brutal, je me sens en insécurité ». Sonia avait pour habitude de consigner ses rêves sur des carnets.
Celui qu'elle fait à ce moment-là l'amène à aller consulter un chaman, en compagnie d'Olivier. Mercedes et sa sœur retournent chez ce même chaman, Gaspar Coche, un ancien, très écouté dans la région. Il répète ce qui est apparu lors de la consultation qu'ils ont faite. Et il se souvient très bien qu'il avait vu des hommes qui tiraient des coups de feu. Des hommes face à face avec des fusils. Et quand Sonia et Olivier sont passés, il est arrivé quelque chose. Sonia a donc été prévenue. Or, pour elle, les visions des prêtres mayas ne sont pas à prendre à la légère. Elle les écoute avec respect. 6 ans après, Evaristo, le chaman de Sololá, livre à son tour ses prédictions. Il les interprète dans le feu et la cendre de son cigare. Ce n'était pas leur heure de mourir quand cela est arrivé. Ils avaient été prévenus. Il y avait eu des signes. C'est une vengeance. Mais les flammes ne me disent pas où ils se trouvent. Où se trouve leur corps, leur reste. Leur esprit s'est échappé, s'est volatilisé de la surface de la terre. Ce serait un péché de te dire qu'ils sont vivants et qu'ils vont réapparaître un jour. Une vengeance. Ce mot est sur toutes les bouches, même dans les prédictions des chamans. Mais de quelle nature ? Vengeance d'un mari trompé? Vengeance de bandes organisées? Et ce barbu, a-t-il un lien avec les faits? Mais pour le compte de qui aurait-il pu agir? Et pourquoi, surtout, toutes ces incohérences dans le témoignage de Juan? Les policiers se méfieront de l'insistance avec laquelle Pierre leur conseillait de se concentrer sur le terrain d'Atitlan. Ils pensent à une manœuvre de diversion de la part du mari, sur lequel pèsent désormais tous les soupçons. Pourtant, la police a arrêté et démantelé des bandes de kidnappeurs opérant à Sololá. Mais les autorités guatémaltèques ne feront jamais le lien entre ces bandes et le sort de notre couple de Français. À un moment donné, on a cru quand même, moi j'ai cru en tout cas qu'on allait commencer à voir un peu le bout du tunnel avec cette affaire, parce que il est, à mon avis, il est quand même impossible que sur une vingtaine de mecs qui s'occupent de... C'est leur travail, en fait, s'occuper de faire ça. Il est à peu près impossible qu'il n'y en ait pas un qui était au courant de quelque chose. Donc, et c'est assez facile. Ils peuvent très facilement expliquer s'ils ont été témoins ou s'ils savent quelque chose. C'est pas très compliqué. Du temps a passé, et les mystères du lac ne se sont jamais dissipés. En quelques années, le Guatemala est devenu un des pays les plus dangereux du monde. Ce pays magnifique, au paysage majestueux, est secoué tous les jours par une violence chronique, barbare, gratuite, parfois spectaculaire, où l'on n'épargne personne. Femmes et enfants sont sauvagement assassinés. On ne respecte plus rien. Les dossiers de meurtre s'accumulent sur les bureaux des procureurs, qui n'ont ni les moyens, ni les ressources pour les résoudre. Les autorités judiciaires guatémaltèques ont en réalité très vite abandonné. Au fil des années, 3 procureurs en charge du dossier se sont succédés, certains dessaisis, d'autres destitués. Du côté français, on veut rassurer les familles. On m'avait donné des assurances. Quand Jacques Chirac est parti avec son épouse, Bernadette, ils sont allés au Guatemala, justement. C'était un nouveau président a été élu à l'époque. Et les services de police français m'avaient formellement dit que dans les propos de notre président de la République, on allait parler de ces 2 disparitions. Personne n'en a jamais parlé. Nous avons écrit à M. Chirac, pas de réponse. Nous avons écrit à Mme Bernadette Chirac, jamais de réponse. Nous avons écrit à l'Élysée à M. Nicolas Sarkozy, jamais de réponse. Même pas un mot. Malgré les silences des présidents successifs et des autorités diplomatiques françaises, 2 femmes continuent de se battre pour connaître la vérité. Juliette Sabouroff, la mère d'Olivier, connaît le dossier dans ses moindres détails. Après un chemin de croix judiciaire qui dure depuis 6 ans, elle ne désespère pas. Une mère, ça ne lâche pas souvent.
Avec Brigitte Jolivet, la juge parisienne qui a instruit le dossier depuis janvier 2004, elle tente encore de démêler toute cette affaire de plus en plus délicate au fil du temps. Ces deux femmes ont appris à se connaître et une vraie solidarité s'est nouée. La juge s'est rendue à 2 reprises au Guatemala. Elle essaye de faire bouger le dossier. La juge Jolivet, qui ne peut pas s'exprimer sur une affaire toujours à l'instruction, doit prochainement repartir dans le pays. Elle a tenu à recevoir une nouvelle fois Juliette avant ce départ. Peut-être celui de la dernière chance, qui sait. Quel espoir vous gardez aujourd'hui? Qu'on sache un jour la vérité? Oui, qu'on sache la vérité, mais pas l'espoir de les retrouver vivants, malheureusement. C'est une disparition, c'est terrible parce que les premières années, vous avez l'espoir de les retrouver. Vous avez aussi l'angoisse de vous dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on leur fait, où sont-ils. Mais après, vous rendez à l'évidence. Vous dites, bon, bah, on les a tués, on les a assassinés. Et là, ben, il y a la douleur, il y a la douleur que on va garder jusqu'à la fin. Mais bon, ben, on n'a plus que l'espoir de savoir comment, pourquoi et où ils sont. Depuis 2003, aucune de ces pistes autour de la disparition des 2 Français n'a pu mener jusqu'à la vérité. Si les enquêteurs guatémaltèques sont passés à autre chose depuis longtemps, à Paris, on continue à jurer que jamais on ne va refermer le dossier. Évidemment, c'est pas facile de démêler d'ici les fils obscurs de toute cette affaire. Et le temps en passant, l'espoir ne fait que s'amenuiser. Reste Pierre et ses mystères. On sait depuis que Pierre a vendu la maison et est parti s'installer au Honduras tout proche. Mais pour quelle raison? Qui peut répondre à cette question? Un chaman ou bien les enquêteurs? Bonsoir.